Charles Louis de Secondat, baron de Montesquieu, 1689-1755. Né au château de la Brède, près de Bordeaux, Montesquieu découvre la philosophie de Malebranche et finit ses études de droit à Paris, où il fréquente assidûment l'Académie des sciences et les gens de lettres. Devenu avocat, puis président à Mortier au Parlement de Guyenne, 1716, il poursuit des activités scientifiques et littéraires. En 1721, il remporte un vif succès avec ses lettres persanes, une satire de la société et du régime monarchique français à l'humour incisif, aujourd'hui considéré comme l'œuvre emblématique qui marque la naissance de l'esprit des Lumières. Vous aurez compris que je voudrais qu'on parle de Montesquieu, des Lumières et précisément des lettres persanes, publiées en 1721. Et 1721, nous situons cette date-là au XVIIIe siècle, siècle des Lumières. À ce siècle-là, il y avait des auteurs comme Montesquieu lui-même, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau et bien d'autres. Il faut noter qu'à ce siècle-là, c'était vraiment le moment où il fallait libérer les esprits, la pensée, permettre à chacun de vivre comme il veut, de penser comme il veut et de se comporter comme bon lui semble. Et cette pensée des Lumières, c'était vraiment contre l'ordre social, l'ordre moral et surtout contre l'Église qui avait vraiment une autorité sur le comportement, sur les relations humaines. À ce siècle, il y eut vraiment une prolifération d'activités, voilà, qui marquent la libération de la femme, l'émancipation de la femme. Et c'est là que nous voulons qu'on puisse échanger ensemble. Nous avons dans cette œuvre une mise en évidence de la femme du Moyen-Orient qu'on compare à la femme occidentale. Notons que Montesquieu est français et il parle comme s'il connaissait mieux la femme orientale que la femme occidentale. C'est vrai qu'il a abordé l'Afrique, mais c'est sous l'angle de l'esclavage, où il parle de la côte de Guinée, où les princes noirs vendaient leurs sujets aux princes de l'Europe qui les vendaient par la suite. Nous en parlerons peut-être à des fois futures, mais cette fois-ci, nous voulons qu'on parle de la femme. Il met en scène, dans plusieurs lettres, des lettres persanes, un homme nommé Usbek, qui avait des femmes qu'il a mis sous le contrôle d'eunuques noirs et d'eunuques blancs. Ces femmes étaient vraiment comme des esclaves et elles étaient surveillées, contrôlées, même leurs besoins étaient vraiment sous le regard des eunuques noirs. Je vais parler plus d'eunuques noirs que blancs parce que Usbek, le mari de ces femmes-là, dont Roxane, ne voudrait pas que ces femmes s'approchent des eunuques blancs. Et on peut percevoir
dans son argumentation une méfiance, parce que les eunuques ne sont plus hommes, ils sont castrés. Mais quand on voit ce qui se passe actuellement en Europe, on peut comprendre pourquoi il craint l'eunuque blanc. Parce qu'il y a cette pratique homosexuelle que l'Europe pratiquait. Donc, entre deux êtres de même sexe, il est possible qu'il se passe quelque chose. Et Usbek ne voudrait pas que son épouse, Zachi, s'approche d'un eunuque blanc. Nous allons lire quelques passages de sa lettre. Usbek à Zachi, sa femme au sérail disparant. Vous m'avez offensé, Zachi, et je sens dans mon cœur des mouvements que vous devriez craindre. Si mon éloignement ne vous laissait le temps de changer de conduite et d'apaiser la violente jalousie dont je suis tourmentée. J'apprends qu'on vous a trouvé seul avec Nadir, eunuque blanc, qui payera de sa tête son infidélité et sa perfidie. Comment vous êtes-vous oublié jusqu'à ne pas sentir qu'il ne vous est pas permis de recevoir dans votre chambre un eunuque blanc, tandis que vous en avez des noirs destinés à vous servir. Ici, il ne voudrait pas que ses épouses s'approchent des eunuques blancs, parce qu'il y avait des eunuques noirs à leur service. Et dans une autre lettre, on perçoit un eunuque noir qui montre sa douleur d'accompagner les femmes d'Usbek auprès de leur mari et d'être là à assister leur moment d'intimité. Lui, il a certainement été castré, mais il a quand même son cerveau qui l'amène à avoir des envies. Donc, lorsqu'on lit les lettres persanes, on perçoit que le cynisme, c'est ailleurs, c'est dans d'autres continents. L'esclavage, c'est ailleurs, dans d'autres continents. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais pourquoi il ne met pas en scène un homme occidental avec des femmes, plusieurs femmes, et essayer de dénoncer? De toutes les manières, il faut reconnaître qu'il y avait vraiment un esprit de manipulation à quelque part. Lorsque nous analysons la volonté de Montesquieu, c'est de dire que, voilà, dans d'autres civilisations, les femmes sont esclaves, les femmes sont vraiment en prison dans les foyers. Et c'est ce vent-là qui a soufflé jusqu'en Afrique et au Burkina également, dont nous observons. Lorsque vous assistez à des conférences, à des activités où on parle, on dramatise la situation de la femme, c'est révoltant. Pourtant, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est ce qu'on a manipulé jusqu'à ce que ça vienne chez nous. Je m'explique. En Afrique, au Burkina, la femme n'était pas vraiment sous et l'homme au-dessus. Ils se complétaient jusqu'à ce que l'Occident arrive avec des idées qui mettent la femme dans la rue. Ça veut dire passer par des moyens pour avoir des femmes qui puissent faire le commerce du sexe. Utiliser des moyens pour déstabiliser l'ordre social, l'ordre familial. C'est ça leur objectif. Parce que lorsque vous lisez, s'ils ne mettent pas en scène, s'ils ne présentent pas le récit en Europe, ça veut dire que
Pour lui, la condition de la femme occidentale est meilleure. Mais elle n'est pas meilleure. Lorsque nous observons par exemple Simone de Beauvoir, une féministe engagée, on pourra comprendre que la situation de la femme émancipée, entre griffes, selon eux, n'est pas meilleure. Simone de Beauvoir a passé tout son temps à fumer. Elle a passé toute sa vie auprès de Jean-Paul Sartre sans avoir d'enfant parce qu'elle n'en avait pas besoin. Et lorsqu'on observe sa relation avec ses élèves, ses étudiants, on voit que c'est une qui pervertit les mœurs, qui pervertit les enfants. Jean-Paul Sartre, lui, a eu une fille adoptive, une fille et non pas un garçon, et une grande fille. Simone de Beauvoir également a eu une fille et peut-être plus qu'ils adoptaient. Comment est-ce que les choses se passaient? On dit que Simone de Beauvoir était homosexuelle parce qu'elle entretenait des relations intimes avec ses élèves filles. Jean-Paul Sartre, lui aussi, passait vraiment des moments intimes avec ses filles, voilà, dites adoptives. Ça veut dire l'émancipation de la femme pour pervertir. Parce que l'homme, par exemple, qui n'aura pas, par exemple, une femme qui puisse lui être accessible. Parce que là, c'est l'objectif de Simone de Beauvoir. Vivre sous le même toit et ne pas vivre vraiment en tant que couple. Et Jean-Paul Sartre a subi cela. Il a subi cela parce qu'il a accepté que Simone de Beauvoir l'influence. Mais on dit que Jean-Paul Sartre a eu des relations par-ci, par-là. L'objectif, c'est que l'homme et la femme, en tant que couple, ne soient pas soudés afin que l'homme puisse vivre de façon désorganisée, de manière perverse. C'est pour détruire la société. Et Jean-Paul Sartre, qui a passé tout son temps à dire que Dieu n'existe pas, avec son existentialisme, a fini par reconnaître qu'il y a quand même un être supérieur et que lui, il avait vraiment un problème, il était atteint d'une névrose. Il ne faut pas se laisser influencer. En Afrique, on n'avait pas de problème entre l'homme et la femme. Il n'y en avait même pas assez. Il y avait peu de femmes. La femme était comme de l'or. C'était comme de l'or. C'est récemment qu'on voit qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Et peut-être que c'est un châtiment divin. Comme il y en a peu, et on en trouve pour amener dans les chambres closes, il faut qu'il y en ait plus pour voilà, avoir plus dans les lieux publics. Et ça, ce n'est pas au bonheur de nos populations. Mon objectif, c'est qu'on arrive à comprendre que l'Occident a toujours manipulé les esprits afin d'atteindre leurs objectifs. Mais ils ne sont pas épargnés. Quand on regarde la population occidentale, elle est vieillissante et leur pourcentage, on parlait de 12% sur la planète, c'est une société en voie de disparition. S'ils ne prennent pas conscience de leur situation, s'ils ne renoncent pas à leur culture anthropophage, les autres races prendront le dessus parce que nous n'allons pas continuer de les suivre. Nous éveillons et j'invite également les littéraires à vraiment se pencher sur les questions de l'émancipation de la femme, l'éducation et la vie du couple, afin que nous puissions rasseoir, je dis bien rasseoir, les bases que nous avions et essayer de tailler, voilà, les éléments qui sont saillants, qui ne sont pas à garder, voilà,
afin de pouvoir avancer dignement et de sorte à réussir la vie et le développement de nos nations. J'ai dit cela parce que on ne dira pas qu'en Afrique tout était rose. Il y a quand même des facteurs qui peuvent être considérés comme problématiques, que nous pouvons en parler, que nous pouvons voir et essayer de corriger. De toutes les façons, après mes analyses sur le 8 mars, sur la condition féminine, je l'ai fait tout au long de ma recherche. Ça ne marche pas. Tout ce que les États, tout ce que par exemple le Burkina Faso a essayé de mettre en œuvre ne marche pas. On investit, mais on n'obtient pas de résultats. Prenons l'exemple du PIH qu'on veut remettre aux femmes. Une femme, si vous lui remettez un PIH, il va aller le remettre à son époux. Et celles qui ne feront pas cela ne pourront pas connaître le succès parce qu'on ne peut pas fonctionner en singleton, seul et réussir. Il faut reconnaître aussi que la femme a tout. Il n'y a pas de lutte à faire entre l'homme et la femme. Tout l'héritage, c'est entre les mains des enfants des femmes. Et quand on dit enfant, tout ce qui appartient à l'enfant appartient à la mère. Et nous le savons. Ce qu'il faut, c'est de travailler à vivre heureux dans les couples pour que les enfants ne soient pas traumatisés. Travailler à mettre de l'ordre, à instaurer la soumission qui n'est pas de l'esclavage et travailler de sorte à ce que l'homme puisse reconnaître que l'autorité qu'on lui a donnée, ce n'est pas une autorité qui s'exerce dans une chambre de passe. Il a juste été trompé. On l'a dévié de son but premier pour le glisser vers l'échec. Et il doit renoncer à cela pour prendre soin de sa famille, organiser convenablement sa famille au lieu de dispenser vraiment ses forces et ses connaissances dans des lieux et dans des objectifs qui ne mènent nulle part. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Nous pourrons poursuivre avec d'autres thématiques, mais ce matin, je voudrais vraiment qu'on parle de l'émancipation de la femme et d'attirer l'attention des uns et des autres sur la manipulation occidentale qui pèse sur l'Occident lui-même, mais qui pèse aussi sur l'Afrique. Parce que les foyers sont vraiment déstabilisés. Le divorce est fréquent. Pourquoi? On dit que les femmes demandent à partir. Les femmes ne veulent plus rester dans les foyers. Et c'est dommage. C'est dommage parce que nous avons à faire mieux que cela. Chacun est vraiment responsable de ce qui nous arrive et nous devons nous asseoir, en parler et trouver des situations, des solutions palliatives. Je vous remercie.